Donc bonjour à tous. Je vais vous présenter l'étude que nous avons réalisée à l'Observatoire régional de la santé concernant l'activité des professionnels de santé libéraux entre 2019 et 2020 autour du premier confinement lié à la pandémie de Covid dans les Hauts-de-France. Avant ça, quelques rappels de date. Donc, ça a été déjà mentionné, mais la région Hauts-de-France est la région qui a été la première touchée par la pandémie de Covid-19 dès fin février 2020. Et quelques dates à retenir pour la suite de la présentation, c'est celle du premier confinement, puisqu'on s'est intéressé principalement aux données autour de ce premier confinement. Donc, le premier confinement national qui a eu lieu entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020. Puisque nos données sont présentées à l'échelle de la semaine, des numéros de semaine, cela correspond donc aux semaines numéro 12 et aux semaines numéro 19 de l'année 2020. Le second confinement national, quant à lui, a eu lieu à partir du 30 octobre 2020, c'est-à-dire la semaine numéro 44. Et c'est là que nous arrêtons notre fenêtre d'observation pour cette étude. Donc, l'objectif de l'étude était de comparer donc, le recours à certains professionnels de santé entre ces deux années, donc l'année de référence 2019 et l'année 2020, sur les mêmes périodes, autour du premier confinement, à partir des données de remboursement de soins de l'assurance maladie. Donc, les sources que nous avons utilisées sont celles du Système national des données de santé, donc base de données de l'assurance maladie, et plus précisément du magasin de données des consommations interrégimes, donc qui contient des données de consommation individuelle des bénéficiaires de l'assurance maladie. Nous avons donc sélectionné toutes les prestations de soins réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2020 chez les bénéficiaires domiciliés dans les Hauts-de-France. Les données manquantes sur le sexe, l'âge, le département de domicile ont été exclues et nous n'avons conservé que les prestations qui concernaient un soin. En effet, il faut savoir que dans ces bases de données d'assurance maladie, nous avons des prestations, toutes les prestations qui sont remboursées par l'assurance maladie aux bénéficiaires sont enregistrées, donc pas seulement des soins facturés par les professionnels libéraux. On a aussi des forfaits, des frais de déplacement, des suppléments, des majorations d'actes, etc. L'objectif de l'étude ici était uniquement de s'intéresser donc aux interactions entre un patient et le professionnel de santé. Donc, nous avons sélectionné uniquement les prestations liées aux soins. Et à partir de cela, donc, nous avons construit un indicateur qui était pour nous un proxy de l'activité des professionnels. Et cet indicateur était le nombre de rencontres journalières entre un professionnel de santé et un bénéficiaire. Donc, c'est le terme utilisé dans les bases de données d'assurance maladie. J'utiliserai peut-être plus facilement le terme de patient, puisqu'on s'intéresse ici aux soins. Donc, c'est-à-dire que nous, avec cet indicateur, nous ne comptabilisions au plus un seul acte par couple patient professionnel de santé et par jour. Ce nombre était ensuite agrégé à la semaine et donc nous avons présenté dans cette étude le nombre de rencontres par semaine. Nous avons comparé ces données entre l'année 2019 et 2020, donc par semaine, entre les semaines numéro 2 et 37, donc qui correspond à la dernière semaine complète du mois d'octobre, donc peu de temps avant le deuxième confinement. Les professions que nous avons étudiées sont les médecins généralistes, les médecins spécialistes, les chirurgiens dentistes et les masseurs kinésithérapeutes. Je vais vous présenter donc pour commencer les résultats chez les médecins généralistes. Les 4 professions seront présentées de la même façon avec les mêmes graphiques. Donc, je vais passer un petit peu de temps sur la première slide des médecins généralistes pour vous donner quelques clés d'interprétation des graphiques. Donc, le premier graphique représente le nombre de rencontres par semaine. Donc, ici, auprès des médecins généralistes dans les Hauts-de-France, avec une première courbe vert clair qui correspond aux données d'activité donc de 2019 et une deuxième courbe vert foncé qui correspond aux données d'activité 2020. Donc, je vais par abus de langage ici dans la présentation, je parle d'activité, d'actes, mais ayez bien en tête que l'indicateur que nous avons mesuré, c'est bien un nombre de rencontres tel que je l'ai défini juste avant. Nous avons représenté également donc, par un bandeau gris foncé la période du premier confinement, donc, qui s'est allée de la semaine numéro 12 à la semaine numéro 19.
et par un bandeau gris clair, la période des vacances d'été, qui influence également l'activité des professionnels. Donc, les vacances d'été sont s'étalées des semaines 28 aux semaines 35. Donc, on voit ici sur ce premier graphique que pendant les premières semaines de confinement, l'activité des médecins généralistes a chuté de 29% par rapport à la première période 2020. Donc, je vous montre ici. Donc, on est dans le bandeau gris foncé. On voit bien que la courbe verte foncée est très inférieure à la référence, donc les données de l'année 2019, ici en vert clair. Donc, une baisse d'activité de presque 30% pour les médecins généralistes lors de ce premier confinement. Après le premier confinement, les données sont assez semblables entre les années 2019 et 2020. On voit des fluctuations assez importantes ici, juste après le premier confinement, qui correspondent aux semaines du mois de mai pour lesquelles nous avons des jours fériés. Selon que le jour férié tombe un jour ouvré ou non, on peut avoir des variations d'activité assez importantes d'une année à l'autre. Je ne le présente pas sous forme graphique, mais nous avons également étudié ces mêmes données en fonction de l'âge et du sexe, de la classe d'âge et du sexe des bénéficiaires. Et on voit des variations assez importantes selon les classes d'âge, avec une diminution de l'activité pour les médecins généralistes de moins 63% pour les enfants de 2 à 14 ans, moins 40 chez les jeunes de 15 à 24 ans, et moins 32 pour les plus de 85 ans. Et le groupe des 45-54 ans était le moins affecté par cette baisse, avec une diminution d'activité sur la période de confinement de moins 18%. Sur le second graphique, j'ai représenté les mêmes données, mais de manière cumulée. Donc, c'est le nombre de rencontres cumulées par semaine auprès d'un médecin généraliste, avec toujours les mêmes périodes qui sont représentées par les bandeaux gris foncé et gris clair. Et quelques repères sur les diminutions d'activité cumulées, cette fois-ci, aux semaines 11, 19, 27, 35 et 43, donc qui correspondent la semaine 11 à la dernière semaine avant le premier confinement. Donc, on voyait que juste avant le premier confinement, on avait une activité cumulée qui était supérieure en 2020 de 2,8% par rapport à l'année 2019. À la fin du premier confinement, on avait une baisse d'activité qui était de moins 11%. Je vous ai mis les références par rapport au début des vacances d'été, fin des vacances d'été, et enfin, à la fin de la période d'observation, la semaine numéro 43, qui est la dernière semaine complète du mois d'octobre, donc juste avant le deuxième confinement. On était sur une variation d'activité de presque moins 7% à fin octobre, entre 2019 et 2020. Ce qui est intéressant d'observer sur ce graphique, c'est la pente des courbes qui nous renseigne sur la vitesse d'accroissement des consultations d'une semaine à l'autre. On voit bien ici que sur la période du premier confinement, en 2020, la pente de la courbe s'est modifiée, ça correspond donc à cette baisse d'activité. Puis ensuite, après la fin du premier confinement, le niveau d'activité a repris une vitesse de croisière, si je puis dire, comparable à celle de l'année 2019, puisqu'on voit que les deux courbes suivent la même trajectoire. Donc, l'information importante, c'est que en 2020, après le premier confinement, on a rattrapé assez rapidement des niveaux d'activité comparables à l'année 2019, mais qu'il n'y a pas eu de rattrapage, c'est-à-dire que la courbe vert foncé est toujours restée plus ou moins parallèle à la courbe vert clair, sans jamais la rejoindre. À l'extrême ici, sur les données du confinement, on pourrait avoir, si l'activité s'était complètement arrêtée, on aurait une stagnation des effectifs cumulés, donc une pente qui serait nulle avec une droite horizontale. On verra un cas juste après. Et le dernier graphique que je vous présente, c'est le différentiel du nombre de rencontres par semaine auprès d'un médecin généraliste entre 2019 et 2020. Donc, ce sont à chaque fois les mêmes données, mais vues sous 3 angles différents. C'est-à-dire qu'ici, la barre représente donc le delta entre les données 2020 et 2019, mais exprimé en pourcentage. Lorsque la barre verte est supérieure à 0, on a des données d'activité pour la semaine en question qui sont supérieures en 2020 par rapport à 2019, et inversement, lorsque la barre verte est sous la barre de 0, on a des données qui sont inférieures.
Sur ce graphique, on a une information supplémentaire qui est celle des données pour la France hexagonale, qui est représentée par un trait bleu foncé ici. Donc, on voit bien ici la baisse relative d'activité au cours du premier confinement. On note donc au début du premier confinement une diminution d'activité pour les médecins généralistes qui est moins marquée en région que dans le pays, c'est-à-dire que l'indicateur, le trait bleu ici, est généralement plus bas au niveau de la France hexagonale que en région, donc l'extrémité du trait vert, et que cette situation s'inverse ensuite, c'est-à-dire qu'on reste sur des niveaux faibles en région avec des niveaux en France métropolitaine qui sont moins marqués, une diminution d'activité qui est moins marquée. Problème d'affichage. Les résultats maintenant pour les médecins spécialistes. Donc, on observe un petit peu le même type de courbe, hein, avec pendant le premier confinement donc une diminution d'activité qui est bien plus marquée cette fois-ci de moins 62% du nombre de rencontres par rapport à l'année 2020. Moins 73 pour les enfants de 2 à 14 ans et moins 56% pour les jeunes de 25 à 34 ans. C'est-à-dire que les médecins spécialistes libéraux sont 2 fois plus impactés que les généralistes par la baisse d'activité au cours du premier confinement. Et on voit bien donc ici sur le deuxième graphique du nombre cumulé des rencontres avec une distance entre les deux courbes qui est plus importante. Mais de la même manière que pour les médecins généralistes, l'activité en post-premier confinement rejoint les données d'activité de l'année 2019. On voit bien, les courbes ici sont presque superposées. Sur les données différentielles du nombre de rencontres par semaine auprès des médecins spécialistes entre 2019 et 2020, on note une évolution comparable entre les données des Hauts-de-France et les données nationales pendant le confinement. Vous voyez, les barres vertes et bleues sont quasiment au même niveau. Le même niveau de baisse relative entre les Hauts-de-France en région et au niveau national. On note également qu'à l'été donc 2020, entre l'été 2020 et 2019, les données d'activité, donc l'évolution relative est quasiment nulle, que ce soit en région ou en France, ce qui signifie que, comme on le voit ici sur la première courbe, on a quasiment une activité identique entre l'année 2020 et l'année 2019. Un petit focus pour les médecins spécialistes selon la spécialité. Donc ici, sur ce graphique, est représenté donc le pourcentage et le nombre de rencontres, donc l'évolution du pourcentage et du nombre de rencontres avec un médecin spécialiste selon la spécialité. Le pourcentage à gauche, le nombre à droite, uniquement, donc le nombre est représenté ici uniquement pour les Hauts-de-France, et à gauche, l'évolution du pourcentage, en vert pour les Hauts-de-France, en bleu pour la France hexagonale. Rapidement, on voit qu'il y a des disparités qui sont observées selon les spécialités. Dans l'ensemble, les niveaux de baisse sont semblables en région et au niveau national, c'est-à-dire que la hauteur des barres est quasiment identique en région et au niveau national. Et on note des baisses plus importantes donc pour certaines spécialités comme l'ophtalmologie, l'anesthésie et réanimation, et la chirurgie orthopédique et traumatologie, qui sont à mettre en lien avec les diminutions de l'activité programmée dans les cliniques et les hôpitaux. En revanche, d'autres spécialités sont moins impactées par cette baisse d'activité. Ce sont notamment des spécialités qui nécessitent des suivis réguliers des patients, comme la pédiatrie, la pneumologie, surtout la néphrologie, l'oncologie et la psychiatrie, qui sont ici regroupées au centre du graphique. Les résultats chez les chirurgiens dentistes donc, sont assez spectaculaires. On note que chez les chirurgiens dentistes, on a un quasi arrêt de l'activité pendant le premier confinement, avec une diminution de l'activité de moins 95% par rapport à l'année 2019. Vous voyez, la courbe est presque à zéro ici. Et un retour rapide de l'activité après le confinement à des niveaux comparables à l'année 2019.
Je note ici, donc je vous disais qu'il y a des variations assez importantes juste après le confinement qui sont liées au pont du mois de mai. Ici, le creux que vous voyez ici en début d'été sur l'année 2020 correspond au jour férié du 14 juillet qui tombait sur un jour non ouvré, donc un week-end en 2019 et un jour ouvré en 2020. Donc, vous voyez l'impact des jours fériés sur l'activité, donc le nombre de rencontres au cours d'une semaine. Ces données, donc je ne l'ai pas précisé, mais ce sont des données qui sont brutes, non lissées. Donc cette information se retrouve sur le graphique des effectifs cumulés du nombre de rencontres par semaine. On voit ici que la pente au cours du premier confinement pour les chirurgiens dentistes est nulle. On a une droite qui est horizontale. Donc on passait donc ici sur les Hauts-de-France, d'une activité qui était supérieure en 2020 par rapport à 2019, avec des effectifs cumulés qui étaient supérieurs de 7,8%, quasiment 8% avant le premier confinement, pour avoir une donnée d'activité inférieure, une baisse de moins 36% à la fin du premier confinement. Et on termine avec des données d'activité donc à la fin de la période d'observation, fin octobre, de moins 19% en 2019 par rapport à 2020. Peu d'informations nouvelles sur le différentiel du nombre de rencontres par semaine ici, avec des évolutions relatives qui sont comparables entre les Hauts-de-France et le niveau national pendant le confinement. Donc, vous voyez ici, on reste sur des niveaux très bas de toute façon, que ce soit en région ou au niveau national. Et également, on note ici un delta qui est très faible entre les données de 2019 et 2020 au cours de l'été 2020, que ce soit en région ou au niveau national. Après l'été, pardon, excusez-moi. Enfin, les résultats chez les masseurs kinésithérapeutes, avec le nombre de rencontres par semaine dans les Hauts-de-France. Ici, cette fois-ci, donc l'activité est également la baisse d'activité est également très importante, un peu moins marquée que pour les chirurgiens dentistes, mais on est quand même sur des niveaux de moins 80% d'activité en 2020 par rapport à 2019. Avec, encore une fois, une activité qui rebondit après le confinement pour retrouver des niveaux comparables à l'année 2019. On retrouve cette information sur les effectifs cumulés. Cette fois-ci, on avait donc, avant le premier confinement, plutôt une baisse d'activité en 2020 par rapport à 2019, avec des chiffres qui étaient de moins 6,5% avant le début du premier confinement, moins 35% à la fin du premier confinement, et moins 18% d'activité cumulée à la fin de la période d'observation, donc fin octobre. Les conclusions sur le différentiel du nombre de rencontres par semaine sont identiques à celles des chirurgiens dentistes. Une évolution comparable en région et au niveau national, avec des baisses qui sont sur des ordres de grandeur identiques, et une reprise d'activité ensuite avec des niveaux d'activité après l'été qui sont tout à fait comparables entre 2019 et 2020. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat au fur et à mesure. En conclusion, donc, on observe donc une baisse d'activité qui est importante, voire très importante pour toutes les professions que nous avons étudiées. Cette baisse d'activité a de multiples causes, mais également de multiples conséquences. Certaines ont déjà été étudiées, d'autres sont plutôt de l'ordre d'hypothèses et mériteraient donc des études complémentaires. Parmi les causes, on peut distinguer des causes qui pourraient être liées aux patients, d'autres liées aux professionnels. Parmi les causes liées aux patients, la plus évidente et celle qui a été mise en exergue, c'était principalement la diminution de l'incidence des autres maladies infectieuses liées au confinement, liées aux mesures barrières, ce qui explique notamment la baisse d'activité importante chez les classes d'âge les plus jeunes, les 2-14 ans, mais également d'autres causes qui peuvent expliquer cette diminution d'activité, c'est-à-dire le fait que les patients n'aillent pas rencontrer les professionnels de santé, notamment la peur du professionnel de santé qui est exposé lui au virus, donc la peur d'être contaminé en allant consulter son médecin ou en allant revoir son chirurgien dentiste ou son masseur kinésithérapeute.
mais également un temps disponible moins important avec donc les enfants, les écoles qui étaient fermées et les parents qui devaient s'occuper des enfants à l'école, à la maison, pardon. Ensuite, on note également des causes qui peuvent être liées aux professionnels. Quand je dis liées aux professionnels, ce n'est pas forcément leur faute, c'est plutôt des causes organisationnelles. Je pense notamment au manque d'équipements de protection individuelle, au manque de tests de dépistage, à l'incertitude liée à la maladie et la mise en place des protocoles sanitaires. Ce qui est à noter quand même, c'est que la mise en place des protocoles sanitaires, finalement, a eu assez peu d'impact. Alors, un impact en termes d'organisation, bien entendu, mais assez peu d'impact sur le niveau d'activité mesuré donc par notre indicateur, le nombre de rencontres, en période de post-confinement, puisque les protocoles se sont mis en place au fur et à mesure, puisqu'on a des données d'activité donc en 2019 après le confinement qui sont assez similaires à celles de en 2020, pardon, assez similaires à celles de 2019. D'autres explications plus ponctuelles peuvent expliquer également cette diminution d'activité liée aux professionnels, comme le renfort des équipes hospitalières ou des arrêts maladie liés notamment à la pandémie. Les conséquences de cette baisse d'activité sont également diverses et variées et mériteraient également d'être étudiées. C'est l'objectif de nos travaux et de la poursuite de ces travaux. Notamment la diminution des diagnostics de pathologies aiguës, mais ça a déjà été mis en évidence. Est-ce que cette diminution des pathologies aiguës, et je pense notamment aux infarctus du myocarde, aux AVC, est-elle liée à une baisse d'incidence ou à un sous-diagnostic? Quelles sont les conséquences sur la diminution du suivi des maladies chroniques? On a des conséquences à court terme, mais également des conséquences à long terme qui mériteront un peu plus de recul pour être mesurées, mais également les conséquences sur la diminution des mesures de prévention, comme celle des vaccinations obligatoires, donc hors vaccination Covid. Une des conséquences que nous avons pu mesurer directement avec ces données, c'est le démarrage des téléconsultations en lien avec donc, le premier confinement. On voit ici donc, sur le graphique de gauche, on va dire l'électroencéphalogramme plat ici représente les données de 2019, c'est-à-dire qu'en 2019, on était sur une activité qui était de l'ordre de moins de 50 téléconsultations au cours des semaines 12 à 19, donc pendant le premier confinement, en 2019, à un chiffre qui va jusqu'à plus de 40 000 téléconsultations en moyenne sur la même période en 2020. Vous voyez, on partait de rien quasiment à un nombre très, très important. Je ne l'ai pas précisé, mais dans les données qui ont été présentées au tout début sur les médecins généralistes, les téléconsultations étaient inclus dans ces données. Donc, bien qu'on observe ici une explosion du nombre de téléconsultations en 2020, ces téléconsultations ont probablement atténué un petit peu l'effet des baisses des rencontres, mais elles n'ont pas compensé cette diminution d'activité que nous avons observée sur le premier diapo. Et je précise aussi ici, parce que je ne l'ai pas précisé avant, quand on parle de rencontres, ce n'est pas forcément le patient qui va au cabinet du médecin, ça peut très bien être des visites donc du professionnel de santé au domicile du patient, mais nous avons comptabilisé également dans les rencontres justement ces téléconsultations. L'objectif était donc bien de mesurer est-ce qu'il y avait un contact entre le professionnel de santé et le patient. Donc on observe ici un pic au milieu du premier confinement, donc en semaine 15, puis une baisse régulière qui s'étale jusqu'à la mi-août, donc semaine 33, puis une reprise après l'été. Une discrète reprise. On note également donc ici sur la partie droite des disparités sur les parts de téléconsultation en fonction de l'âge des patients. Et on voit notamment que ce sont les patients des tranches 25-34, 35-44 qui ont des parts de consultation chez le médecin généraliste, donc représentées par les téléconsultations, qui sont les plus importantes. 19,4 pour les 25-34 ans et 18,8% des consultations chez les médecins généralistes sont représentées par des téléconsultations chez les 34-44 ans. On observe aussi que, quelle que soit la classe d'âge, les parts de téléconsultation
en Hauts-de-France sont toujours inférieurs à ce qui est observé à l'échelle de la France hexagonale. Ce n'est pas représenté ici, mais nous avons également noté une part supérieure des téléconsultations chez les femmes par rapport aux hommes dans la région des Hauts-de-France, 15% versus 13,5%. Et j'en ai terminé pour la présentation. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Thibaut de cette présentation. Alors évidemment, lorsqu'on est en webinaire, les applaudissements de la salle sont un peu difficiles à voir, à entendre, mais on a quand même dans le chat, on a quand même des remerciements pour toutes les analyses. Donc n'hésitez pas aussi à chatter pour nous dire tout le bien que vous pensez des analyses qui vous ont été présentées ce matin et qui vont continuer dans la deuxième partie de ce webinaire. Alors quand même, il y a quelques questions que je vais reprendre pour le chat. Alors, je vais les reprendre dans l'ordre. Il y avait une première question qui s'adressait à Lynn, qui était sur comment expliquer l'augmentation des décès importants début 2021 chez les plus de 65 ans par rapport à 2020, malgré les campagnes de vaccination qui avaient débuté. Alors, il y a une hypothèse qui est aussi donnée par rapport à ça, c'est que peut-être la période de vacances de 2020 était inclue dans le premier pourcentage, ce qui a diminué la mortalité. Je ne sais pas, Lynn, ce que vous en pensez. Comment nous, pour l'instant, on ne peut pas expliquer pourquoi la mortalité reste toujours élevée chez les plus de 65 ans, hein, puisqu'on n'a pas, on n'a pas les liens. Mais on sait bien quand même que la vaccination, c'est quand même aussi assez récent et que du coup, peut-être que ça n'a pas eu complètement son effet sur les premiers mois de 2021. Ensuite, on peut l'évoquer aussi avec la présentation que vient de faire Thibaut. Il y a d'autres, peut-être que ces personnes âgées sont aussi décédées d'autres pathologies que le Covid. Et donc ou n'ont pas reçu les soins comme ils l'auraient dû. Enfin, ça, je ne sais pas. Hein. Ou bien certains ont pu aussi quand même attraper le Covid entre les deux périodes de vaccination ou avant d'être vaccinés, sachant qu'il y avait aussi des variants qui étaient plus intrusifs visiblement. Donc, on voit quand même une baisse quand même de la mortalité sur les tranches d'âge. Donc, je pense que la vaccination avait commencé à faire son effet. Voilà. Merci, merci Lynn. Alors, Charlotte Mougard, vous reprenez la parole pour préciser le dispositif de surveillance aujourd'hui. Oui, c'était juste pour préciser que je m'étais trompée tout à l'heure et que le réseau 3 labos avait été mis en place par rapport aux arboviroses. D'accord. Donc, c'est toujours en place. Et donc, merci beaucoup pour cette... C'est toujours en place. Pour cette précision. Et donc, il y avait une autre question qui concernait les consultations, et c'était que les moins de 14 ans pourraient venir augmenter les consultations des 25-44 ans, vu que ce sont les parents qui les accompagnent. Thibaut, est-ce qu'il y a une explication là-dessus? Alors, je ne comprends pas très bien la question. Je ne sais pas si c'est une question ou une remarque déjà. Et je ne comprends pas très bien comment les moins de 14 ans augmentent les 25-44 ans. Est-ce que je peux expliquer à l'oral ou pas? Oui, allez-y, j'allais vous donner le micro, oui. Justement. Bonjour. Oui, en fait, sur votre courbe des téléconsultations, on a les enfants, les moins de 14 ans. Ensuite, on a les autres tranches d'âge. Et du coup, je me dis que les enfants, j'imagine que c'est par rapport à leur carte vitale et leur numéro de sécu. Oui. J'imagine que c'est les parents qui ont pris les rendez-vous aux téléconsultations. Oui. Notamment, les 25-44 ans, c'est eux qui ont dû prendre rendez-vous pour les 0, je sais pas, 14 ans. Donc, ça veut dire que ceux qui sont hyper connectés, c'est quand même les 25-44 ans. Parce que potentiellement, ils ont l'âge d'être le parent de ces jeunes de 0-14. Oui, alors attendez, je reprends le graphique.
Forcément, donc pour les 2-14 ans, ce sont forcément les parents qui prennent rendez-vous. Normalement, mais alors là, on n'a pas de données sur ces informations-là, si l'enregistrement des cartes vitales se fait correctement, les consultations sont bien enregistrées pour l'enfant si elles concernent l'enfant, mais également pour le parent si elles concernent le parent. Et on peut imaginer que les parents puissent prendre un rendez-vous en même temps pour eux s'ils prennent rendez-vous pour leurs enfants. Mais si c'est Et c'est ce qui est assez peu surprenant aussi de voir que ce sont les tranches d'âge, on va dire, 25-44 ans qui sont les plus connectés et qui ont la part de téléconsultation la plus importante. Juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de doublon dans les chiffres, un enfant qui a pris une téléconsultation et qui est classé dans les 0-14 ans, oui. Son parent, il n'est pas aussi compté dans la… Si ce n'est pas un rendez-vous pour le parent. Non. Donc, en fait… Non, parce que après, tout dépend le motif de la consultation et tout dépend ce qui a été on va dire, codifié par le médecin. Mais si la consultation concerne l'enfant, normalement, le médecin doit enregistrer la carte vitale et codifier l'acte sur le numéro de sécurité sociale de l'enfant. Et ne pas, même si c'est la carte vitale du parent, le numéro de sécurité sociale qui est pris en compte, c'est celui de l'enfant. Les données que nous avons prises pour les comptabiliser l'âge, ce sont celles du bénéficiaire du soin et pas celles de l'ouvreur de droit. Celle de l'ayant droit et pas celle de l'ouvreur de droit. Du coup, c'est bien ce que je pensais. On peut extrapoler que les 25-44 ans, en réalité, c'est beaucoup plus, puisque c'est eux qui prennent rendez-vous pour leurs enfants. Si on enlève les deux colonnes de gauche des enfants et qu'on les cumule artificiellement avec les parents potentiels, en fait, les 25-44, ils sont bien au-dessus des autres tranches d'âge. Si vous raisonnez en ouvreur de droit, oui. Mais là, l'objectif, c'était de raisonner sur le bénéficiaire du soin.